Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Ce soir, nous allons recevoir Madame Juliette Smeralda, sociologue. Bonsoir. Oui, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Je ne sais pas si je serai efficace, mais on verra. Pourquoi tu doutes? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de trop travailler, mais on verra. On verra, il n'y a pas de souci. À côté de Juliette, bonsoir Michel Bouanchy, donc le patron, rédacteur en chef de Justice, que je présente. Oui, eh bien, bonsoir à tout le monde. Merci de ce rendez-vous hebdomadaire qui... Je profite de l'occasion pour dire que, comme tu l'as dit la semaine dernière, oui, je rencontre beaucoup de gens qui sont satisfaits du ton que nous adoptons dans ce rendez-vous. Le ton de courtoisie et d'échange. Beaucoup. Merci. Alors, c'est grâce à vous, messieurs. C'est grâce à vous. C'est grâce à eux, c'est vrai. Beaucoup de gens s'organisent pour écouter. C'est vrai. Absolument. Eh bien, merci à vous. J'en suis témoin. Oui. Merci beaucoup. Avec nous aussi ce soir, Daniel Compère, comme à l'accoutumée, le rédacteur en chef du Progressiste. Une jolie couleur jaune. Oui. C'est ma couleur préférée. Mais j'ai vu aussi qu'il y a du vert. Est-ce que c'est parce que Mme Ségolène Royal est en première page? Ah non, pourtant elle a une veste rouge. Oui, mais bon, elle est censée être écologiste. Voilà, donc, J'ai cru un instant que c'était un titre sur l'élimination de Dilma Rousseff du Brésil comme présidente. Pourquoi? Une espèce de coup d'État institutionnel assez moche. Assez moche. Assez moche. Tu trouves que Ségolène Royal ressemble à Dilma Rousseff? mais Ségolène Royal qui reçoit quand même un document des mains de Serge Letchimy, c'est quand même une belle image. Hein? Oui, alors c'est pourquoi nous avons repris l'image, parce que ce rapport de Letchimy a été remis il y a déjà quelques mois, c'est sur l'économie circulaire. Oui. Bon, les VHU, les déchets, en fait, etc. Et le premier comité de suivi que préside Serge Letchimy s'est tenu récemment. Et il y a un compte-rendu qui est donné dans le journal. C'est pourquoi on a remis la photo, qui est une jolie photo. Très bien. Merci beaucoup, merci. Bonsoir Gabriel Gallion, Bonsoir. Journaliste politique à France Antilles. En parenthèse, Daniel Compère, il n'est pas rédacteur en chef, il est lecteur de la publication. C'est-à-dire que si quelqu'un doit aller devant le juge ou en prison, c'est lui, pas le rédacteur en chef. Michel ne peut pas aller en prison, il est un lecteur de publication. Tout à fait. Ah, tout à fait. Il a raison. Non, mais il a raison. Bien sûr. Voilà. C'est important de signaler ça. C'est important. J'arrête de raconter des bêtises quand même. Hein. Mais enfin, je suis heureux de savoir que Michel n'ira pas en prison. C'est lui qui va en prison. Non, il n'est pas directeur de publication. C'est Fernand Papaya. C'est Fernand Papaya. Qui est le directeur de publication. Oui. Alors, il est le responsable juridique. Voilà, alors Gabriel, vous tous les trois, puisque vous êtes tous les trois journalistes de la presse écrite, expliquez-nous ça alors. Le rédacteur en chef, on peut dire ça pour rapidement expliquer aux gens comment ça se passe. Dans un journal, il y a un responsable. Oui. C'est le lecteur publication. D'accord. C'est lui qui est responsable juridiquement de tout ce qui est dans le journal. Voilà. Mais le rédacteur en chef, comme le travail que fait Michel, le travail que fait Michel, et que fait aussi Daniel, parce que bon, du coup... Il est directeur de la publication. Comme ils ont beaucoup de moyens, ils peuvent cumuler. C'est ça. Le rédacteur en chef organise le travail de la rédaction et c'est lui qui définit la ligne éditoriale. Il ne le définit pas tout seul. C'est lui qui est responsable éditorial, mais... Un comité de rédaction. Ça, c'est surtout les journaux de l'opinion. Ils ont un comité de rédaction. Dans un journal de conférence d'antenne, il n'y a pas de comité de rédaction. Il y a pas de conférence de rédaction. Il y a une conférence de rédaction, il n'y a pas de comité de rédaction. Ouais. La conférence de rédaction tous les jours. La conférence de rédaction, c'est la réunion de la rédaction, tous les rédacteurs, qui ils regardent l'actualité, qui font un bilan de l'actualité, qui choisissent quels sont les sujets qui vont être établis le jour dans le journal, voire des reportages à préparer pour le lendemain, ou des urgences du jour. Donc c'est un peu ça le principe. Je profite de l'occasion pour dire que c'est là que l'on voit, par exemple, si on prend des rédactions, on peut faire un peu d'instruction civique. Hein. Lors de la journée de la presse, chaque année, je vais par exemple au lycée de Rivière-Salée, à Toral. Bon. J'explique cela. Bon. Il y a une hiérarchie, un choix dans les sujets. Tout à fait. Déjà au niveau des choix de ce qu'on va mettre en évidence. Une sélection, absolument. Bon, par exemple, nous parlions, et j'anticipe le sujet, il y a une manifestation contre la loi El Khomri, tel organe de presse va mettre en évidence les casseurs, et tel organe de presse va mettre en évidence le 49.3 qui passe en force.
Donc, Suivez mon regard. Oui, j'ai bien compris. Alors, on va j'ai pas bien suivi. C'est un choix. on va pas forcément suivre le regard de Michel, il va revenir de manière beaucoup plus soft. Oui. hein. Mais attends, Mano, Oui. il parle de journal d'opinion, De justice. Justice sur un journal d'opinion et pas France Antille. Dans un journal d'information. Excellent. Ah oui. Alors, Ah oui, tiens je donc. l'appelle sociologue. Sociologue. Je me aimé qu'elle a Elle est sociologue. La sociologue Ce interroge soir, cette déclaration. elle nous joue le rôle de la candide. Bon, alors, non. Là, de Voltaire. non, j'ai pas dit que je voulais jouer ce rôle-là. Alors, on verra. Donc, pas joué. Donc, en fait, Journal ce que d'opinion. Juliette a peut-être voulu nous dire, ou bien mettre le doigt sur le fait que France Antille sort plus de choses qui permettront peut-être de vendre, tout ça, c'est peut-être ça. Hein. Et puis, le journal d'opinion, c'est un petit peu... Non, je ne sais pas, je pose des questions. Là, je tu sais rentres pas. dans le commerce. Non, parce que ça serait le journal de fin. Je ne veux pas être agressé par Gabriel. Faut-il que je cible 2 candides ce soir? Ou 2 faux candides? Bon, alors, nous parlons ce soir. Ne nous enferme pas. Changez si j'ai tout de suite. Gabriel, ne nous enferme pas. À l'époque où j'étais en classe, je ne faisais pas de latin. Non, alors, Tu as eu tort. Georges Tu as eu tort. Mauvois, Tu as eu tort. l'excellent Georges Mauvois, qui a été d'un rédacteur en chef de justice, Oui. qui dit souvent que à la fin, c'est comme dans le scorpion, c'est à la queue que se trouve Ouais. le venin. Absolument. In cauda venenum. Bien, très bien. Alors, vous avez entendu parler du crash aujourd'hui en Égypte. Dans les informations de la journée, je ne sais pas si les choses ont évolué ou pas. Est-ce qu'il s'agit d'un attentat? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une erreur humaine? Est-ce qu'on a déjà plus d'informations? D'après ce que je viens d'entendre, de voir à la télé avant de revenir, le vice-président égyptien est revenu sur ses déclarations absolument. quelque peu hâtives en disant qu'aucune option, c'est ce qu'a dit François Hollande aussi, aucune option n'est écartée, soit un attentat, soit une défaillance technique. Pour le moment, on n'en sait strictement rien. D'accord. De même, quand on a prétendu que l'épave avait été retrouvée, c'est faux. Oui, on a remis en question aussi cette déclaration. Voilà. Les informations, des fois, ne François, sont on a pas... quand même déclaré que l'avion, il a utilisé le terme, l'avion s'est abîmé. L'avion s'est abîmé, c'est perdu. C'est perdu. Mais aux dernières informations, on ne sait rien. On est revenu à la case départ. Il s'agit d'un Airbus A320 quand même. A320. Il ne s'agit pas d'un ATR. Ah non, c'est un avion sérieux. Un avion sérieux. Qui a 13 ans d'âge, donc ce n'est pas vieux pour un avion. D'accord. Alors, la manifestation contre la haine anti-flic, vous en avez entendu parler. Il y a des images qui ont circulé sur... Oui, je sais, certains médias pointent ça. Des casseurs. D'autres, voilà. Mais enfin, on a beaucoup entendu parler de ça. Il y a des images violentes qui ont été montrées. On a vu des manifestations, on a vu des gens mettre le feu carrément dans Des voitures brûlées, et avec des policiers à l'intérieur. Exact. Donc, je pense que... D'un policier martiniquais. Dans un d'un policier martiniquais. Oui, oui. Et Oui, le problème, c'est qu'il faut lire toutes les presses. Hein. Mais ça fait quoi Pas qu'il celles soit qui sont martiniquais ou pas? ciblées ou qui ciblent. Ça fait quoi, Gabriel, qu'il soit martiniquais ou pas? Parce qu'il est Non, dans cela un veut corps. dire Il que- est dans un corps de Non, professionnels. ça veut dire... Ça, c'est la sociologue. Non, en réalité, ça veut dire que avant de commencer, si on veut avoir des informations précises, on va jusqu'au bout des informations. Cet agent de police qui était dans la voiture était un auxiliaire de police anti-voie de titularisation. Il était originaire du Carbet, étant les choses sont claires, nettes et définitives. Il a été agressé, violenté, Parce qu'il est noir. parce Non, qu'il non. est policier. Parce qu'il est policier. Parce qu'il est policier. Non, mais je veux, Non, pas faire moins dit, ça m'a pas dit. je veux savoir. Ah, nous mettez bien au carré de bain, Oui, pas faire moins non, dit, ça m'a pas dit. Peu importe. Non, parce qu'il est Il policier. est policier Je sais. et il a été. C'était pas la voiture ne se trouvait pas au niveau proche d'une manifestation, on était dans les environs de la manifestation et ils ont été agressés par une bande de types qui n'étaient pas dans les manifestations, pas des manifestants. Ce ne sont pas des manifestants. Tout à fait. D'accord. Et ils ont brisé la vitre arrière de la voiture, jetant des projectiles qui ont enflammé la voiture. Il est sorti, il est agressé, il a pu se protéger. Sa coéquipière, elle, a été aussi molestée. Bon, il y a eu la foule qui a pu intervenir. Donc c'est un peu ce climat de violence. Donc il y a la violence antipolicière qui a été dénoncée parce qu'elle a existé, oui, et elle continuera certainement à exister, mais il y a aussi, dans ces manifestations contre la loi El Khomri, il y a aussi ces phénomènes de bandes qui viennent pour perturber, pour casser, agresser les services d'ordre
agresser les services d'ordre des organisations syndicales Voilà. qui Notamment manifestent. celui de la CGT. Voilà. Oui, mais il n'y a pas que. C'est-à-dire qu'ils agressent et qu'aujourd'hui, les services d'ordre des syndicats ont été obligés, lors de la manifestation, juste où la voiture de police a été brûlée, ils ont dû s'armer différemment, c'est-à-dire avoir des éléments de protection pour pouvoir faire face à ces hordes qui viennent systématiquement pour casser les manifestations et voire provoquer. Casser. C'est vraiment le cas de casser. Vous voulez que j'ajoute quelque chose? Bien sûr, Michel. Oui. Alors, il y a le syndicat Alliance, dont on connaît l'orientation, certes, mais il y a d'autres syndicats de policiers qui dénoncent le fait que ces groupes sont parfaitement identifiés par la police et qu'on ne les arrête pas. Et par conséquent, nous avons connu d'autres périodes, notamment à l'époque de Pasqua, où on sait que pour déconsidérer des manifestations étudiantes, moi j'ai connu mai 68. On organise des milices. Bon, où on laisse faire, je ne vais pas jusqu'à dire on organise, mais on laisse faire des groupes dont on sait parfaitement qu'ils sont dans la mouvance anarchiste. Hein, bon. Qu'ils soient de droite ou de gauche. Moi, je suis cédétiste, je les appelle gauchistes. C'est-à-dire, objectivement, c'est des alliés du patronat. Michel, on va pas Non, on va pas mettre de l'embouchement. Non, ils sont pas là pour le débat. Ce sont des groupes qui gravitent autour du mouvement syndical ouvrier et dont on se sert pour déconsidérer les manifestations. Parce que le fond du problème, certes, je le dis tout de suite pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, comme l'ont fait tous les dirigeants des syndicalistes, je condamne la violence anti-policière, bien sûr. Bon. Mais le fond du problème, c'est que la France est dans une situation de crise, qu'on veut imposer une loi qui est refusée par 75% des Français, que l'on impose par un vote, par le 49.3, par une procédure... Sans vote. Sans vote, qui a été dénoncée. Le premier qui l'a dénoncé, c'est François Mitterrand, qui a dénoncé que la Constitution de la Ve République, c'était le coup d'État permanent. OK ? Et c'est quelqu'un qui considère François Mitterrand comme son modèle, qui applique cela. François Hollande. Donc, à l'heure actuelle... Vous n'avez pas une trahison près. À l'heure actuelle, donc, nous avons une situation où tous les organismes internationaux, on parle le FMI, l'OCDE et l'Europe, imposent à la France, pour pouvoir sortir de la crise, de mettre dans son... de restructurer son marché du travail. Entre autres, en gros, permettre de mieux licencier. C'est ça. Alors, mais au-delà de ça, sans chercher de flexibilité. Voilà. On a été très loin. On a été vraiment très loin. Non, mais je veux fond les choses. Non, mais au-delà quelle de ça. était ta question, Mano, par rapport à la violence policière? Tu voulais nous parler de quoi exactement? La manifestation Non, je sais, mais... contre la haine anti-flic. Je sais, mais bon, on l'a Alors appelé... ça, c'est déjà un premier point, mais aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre que on n'ait pas de respect pour un instituteur, un professeur, pour le prêtre, pour, je ne sais pas, des gens que nous respections lorsque nous étions des gamins. Mais nous étions dans une autre société maintenant. Peut-être, mais ça veut dire, enfin je ne sais pas ce que vous pensez, mais aujourd'hui je m'interroge sur ce sentiment d'impunité, quelque part. Parce que franchement, il y a quoi? Enfin, quand on était gamin, je n'ai pas l'impression que ça existait à ce niveau-là. Je me trompe peut-être. Vous êtes des lecteurs avertis, vous êtes des journalistes, mais je reste... Écoutez, même en Martinique, je vois qu'on caillasse des voitures de pompiers qui vont porter secours. Ouais. Franchement, soyons sérieux. Ou des bus. Ou des bus. Soyons sérieux. Des gens qui sont au service de la collectivité. On les caillasse. Moi, ça m'interroge. Oui, mais c'est la montée des incivilités a toujours un lien avec l'évolution de la société. Exactement. Si tu veux, quand tu l'analyses ou analyses ces phénomènes en dehors de ce que devient la société, tu ne comprends pas. Premièrement, il faut que nous nous disions que nous ne sommes plus à l'époque de notre jeunesse. La société a changé. Mais c'est aussi parce que les institutions ont changé. C'est aussi parce qu'on a donné beaucoup plus de droits aux citoyens, parce que
dans les stratégies de politique politicienne. Il faut libérer celui-ci, libérer celle-là, etc. Et du coup, tu délites le lien social. Toutes les études qu'on fait aujourd'hui sur le fonctionnement de l'État, sur le fonctionnement des institutions, te montrent que pour garder le pouvoir, garder le contrôle, l'État et les institutions même sont ceux-là qui délitent. Ce sont donc des stratégies politiciennes qui nous mènent à ça. Qui ont mené à ça et qui continueront à mener à ça. Et quel que soit le pouvoir en place. Parce que même au niveau des parents, c'est vrai que les parents se plaignent beaucoup que l'État donne aux enfants des doigts sur les parents sans les consulter et les enfants utilisent ces doigts. Et tu as effectivement des gens, je suis absolument contre les corrections par exemple, physiques, mais tu as beaucoup de gens qui ne comprennent pas ces fonctionnements parce qu'ils ne sont pas consultés. Ce sont des choses que ceux à qui on donne ces doigts utilisent et parce qu'ils les utilisent de manière tout à fait anarchique, la société est complètement en train de partir à volo. Maintenant, qui va la remettre sur les rails? C'est ça le problème. À quel moment le jeu de politique politicienne va arrêter justement ce délitement? Tu disais, Michel, qu'on sait où va Alliance, c'est le syndicat Alliance, on sait de quel côté il penche. Je vous propose quand même d'écouter, après avoir entendu Daniel, les représentants du syndicat Alliance de la Martinique sur la police pour qu'ils disent un peu leurs sentiments. Oui. Si vous voulez bien. Daniel, on t'écoute. Tu as une interview de la CGT Police après, j'espère. Oui, parce qu'il y a une ça existe. Ça existe. Non, mais je suis le taquin. Non, moi, oui, Daniel. je voulais revenir au problème lui-même tel qu'il est. Oui. Je ne suis pas un défenseur des policiers. Oui. Pour moi, la police, c'est comme l'armée, c'est un mal nécessaire. Je prends mes responsabilités. C'est un mal nécessaire. On ne peut pas faire sans la police ni sans l'armée. On en a besoin. Partant de là, ce sont des corps de métiers, si l'on peut dire, ce sont des métiers spéciaux qui ont besoin du respect de la population, à condition qu'eux-mêmes ne se mettent pas dans la situation pour aller vite des bavures, parce que ça existe aussi des bavures. Ouais. Maintenant, ce qui m'interpelle dans ce qui se passe maintenant, c'est comment en peu de mois, on est passé d'une sorte de fraternisation de la population avec les flics, je dis les flics experts. Tout à fait. Hein? Gendarmes, militaires, voilà, oui. Après les attentats, on les applaudissait, on les a félicités, il y a eu des embrassades, etc. Et brusquement, on se cogne dessus, comme en mai 68, je suis comme Michel, j'ai failli avoir une oreille arrachée par un CRS à Paris en mai 68. Je dis ce que j'ai fait moi. Oui. Hein, bon, on ne va pas jouer les anciens combattants, mais je veux dire que je prends en compte ce qu'a dit Juliette très justement. La société a changé, mais elle change trop vite. Oui, elle change presque du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas une sorte de corpus de règles, de normes. De règles et de normes, ça peut changer du jour au lendemain. Et c'est ce qui se passe ces jours-ci. Je voulais Manon, une seconde. Je voulais dire que il y a cette sorte de labilité envers le corps que représentent les forces de défense de l'État. Les forces du désordre, comme on disait. Non, ce sont des forces. C'est vrai que dans des États démocratiques, on a demandé aux citoyens de déléguer le pouvoir de le défendre et de faire de la justice, de rendre la justice aux forces de l'ordre qui sont gérées par l'État. Le problème, c'est qu'il faut regarder comment l'État fait intervenir ces forces de l'ordre, comment elle les utilise. Tantôt, elle les instrumentalise dans des situations où effectivement les citoyens vont les aimer parce qu'ils auront l'impression d'être protégés par leur police. Mais l'État les utilise aussi dans les situations de cogneurs qu'on vient de voir, parce qu'on veut faire passer une loi qui ne passe pas, eh bien on va utiliser aussi la police pour le faire. Et elle se transforme en cogneuse. Mais alors à ce moment-là, pourquoi on ne se retourne pas contre ceux qui les manipulent? Parce que le pouvoir est ainsi fait. Parce qu'il y a des élections, on a un droit de vote, on a un bulletin qu'on peut mettre. À ce moment-là, pourquoi on ne se retourne pas contre les politiques qui instrumentalisent les... Parce que tu auras oublié. Tu auras oublié. Tu auras oublié. Tu oublies une chose. On va te faire oublier. Il y a un mot. C'est média, intermédiaire. Pour que le citoyen, le chemin est long entre
l'image où on montre un policier qui est tabassé par des voyous, et le raisonnement que vient de tenir Juliette, pour comprendre que il y a derrière un préfet de police, derrière le préfet de police, il y a un ministre de l'Intérieur, derrière le ministre de l'Intérieur, il y a un Premier ministre, et qu'il y a des calculs, parce qu'il faut, il y a des calculs qui consistent à dire, cette histoire de loi El Khomri, si ça continue, Hollande ne pourra pas se présenter. Et que ce serait bien si on pouvait utiliser ces images pour faire un petit coup de peur. Parce que, et c'est ce qui s'est passé on parle de mai 68. Mai 68, l'image des voitures brûlées tous les jours fait que vous avez des millions de travailleurs dans la rue en mai, début juin, vous avez une élection, De Gaulle dissout l'Assemblée, vous avez une Assemblée bleue horizon qui n'a jamais été aussi à droite. Absolument. OK? Et à l'époque, c'était pas RFO, c'était l'ORTF. L'ORTF a passé en boucle mais bon, les images des voitures brûlées. J'ai l'impression que lorsqu'on est acteur d'une opération comme en 68, puisqu'il s'est fait un petit peu molester, et la réalité, il y a quand même des fois, il y a quand même un monde. Je te signale que l'ORTF était en grève en 68. Pas oublier ça. L'ORTF était en grève en 68. Il y avait des non-grévistes, mais les 3/4 des rédactions étaient en grève. N'oublions pas ce détail. C'était surtout les photos des journaux, et c'était aussi les reportages radio en 68 qui donnaient l'image, qui donnaient le son, qui faisaient l'information. Bon. Non mais ça, je ne vais pas tirer forcément sur les médias, ça existe. Bon. Et heureusement qu'ils sont là. Nous sommes comme un pays, heureusement il y a des médias, il n'y a pas que Paris Match, il y a d'autres. Alors messieurs, arrêtons de tirer systématiquement sur les médias, parce qu'ils existent, et heureusement qu'ils existent. Non mais il y a un moment, arrêtons. Deuxième chose, on était sur la violence anti-flic. Ça ne dévoile pas la violence des flics lorsqu'il y a violence des flics. Voilà. Bien sûr. D'accord ? Bon. Pour autant, ce qu'on a remarqué depuis quelque temps, c'est que ces manifestants qui aujourd'hui, où ça a dégénéré en brûlant une voiture de police, qui est devenu l'emblème, voire le point paroxysmique des opérations anti-flics. Ça fait chaque fois qu'il y a une manifestation organisée par les syndicats, les salariés, CGT, CFDT, etc., ces mêmes bandes qui ont attaqué les policiers attaquent les services d'ordre. Tu es d'accord ? Donc posons-nous la question, ces gens qui s'organisent pour provoquer le désordre auprès des manifestants, qui vont s'attaquer en disant policiers, tous pourris, etc., attaquant les services d'ordre des syndicats, ceux qui ne s'étaient rarement vus. Aujourd'hui, ils attaquent au point que, avant-hier, les services d'ordre des syndicats, CGT, pour faire plaisir à Michel, mais au cas où il n'aurait pas lu, c'est qu'ils avaient, chacun était quand même armé d'un bâton. Oui, du bat de baseball. Sauf qu'ils ne se faisaient jamais. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils avaient marre de voir ces petits jeunes, ce sont des jeunes. C'est pas des mecs de 50 ans qui vous les attaquent, c'est des petits jeunes. Ces jeunes sortent d'où ? Sortent du 16e ? Non. Posons-nous la question. De l'opportunité qui est donnée à ces jeunes d'aller casser. Ils vont casser quoi ? Ils ne se contentent pas de casser juste la bagnole du flic. Hein. Oui. Bon. Ils sont là pour... Donc voilà, on est sur un autre phénomène. Alors, je vous propose quand même d'écouter donc, le syndicat Alliance et puis on continuera alors. À l'appel des syndicats Alliance et UNSA, une cinquantaine de policiers s'est mobilisée ce mercredi matin devant le commissariat de police de Fort-de-France. Ils dénoncent les violences dont sont victimes leurs collègues lors des manifestations à Paris et celles différentes mais bien réelles qu'ils subissent aussi en Martinique. Nous avons un certain nombre de revendications par rapport aux violences qui sont faites actuellement, notamment au niveau hexagonal, sur nos collègues policiers. Vous avez une partie de la population qui manifeste leur mécontentement envers les institutions de l'État et si vous voulez, ça se traduit par des violences faites aux représentants de l'État, à savoir les policiers la plupart du temps. Nous sommes dans une situation telle que nous n'arrêtons pas de dénoncer un certain nombre de problèmes, notamment en termes de matériel et de renfort
si vous voulez, en effectif qu'il n'y a pas. Et nous sommes vraiment, je pense que nous arrivons à la limite du tolérable. Des chiffres de la délinquance qui seraient en baisse. Mais ceci étant, il y a un indicateur qui ne peut tromper personne. Ce sont le nombre de fonctionnaires de police blessés. D'accord? Il s'avère qu'au mois de mai, nous sommes à peu près à 42 fonctionnaires de police blessés. Alors que l'année dernière, des chiffres qui ont été arrêtés au mois de septembre, il y en avait 59. Donc, je suis curieux de savoir comment la délinquance est en diminution alors que les atteintes aux fonctionnaires de police sont en nette augmentation. On a dit que les policiers font des violences aux gens. Alors, il y a 3 cas de figure qui se présentent à nous. La première, c'est qu'on donne l'ordre aux manifestants de se disperser. Ils refusent. À ce moment-là, l'autorité qui est sur place, administrative qui est sur place, soit le préfet, soit le ministre, commande la charge pour pouvoir faire disperser. À ce moment, on est obligé d'employer la force. Il y aura des blessés, forcément des part et d'autre. Mais ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est des personnes qui cassent les boutiques aux alentours des manifestations. Le policier ne peut pas rester là et puis regarder casser. On est obligé d'intervenir. Et là aussi, on va employer la force physique que les policiers ont pour pouvoir interpeller ces gens. Et le troisième cas, c'est les policiers qui sont là, qui encadrent les manifestations, qui sont debout, qui sont en train d'attendre et qui se font caillasser. Et dans ce troisième cas, et c'est ce cas-là qui nous préoccupe, c'est que les policiers se font caillasser à longueur de temps et ils ont un laps de temps très long dans le temps à réagir. C'est-à-dire que l'administration attend vraiment que ça déborde, mais alors là, à outrance, pour que puisse dire aux policiers de rétablir l'ordre. Mais en ce temps-là, on a beaucoup de policiers qui sont blessés et on riposte. Alors, je pose la question aux citoyens. Quand est-ce que vous avez vu une manifestation se dérouler et puis vous voyez les policiers qui sortent de nulle part et puis ils chargent le truc sans motif alors que tout se passe tranquillement? C'est faux. Les policiers interviennent que dans ces 3 cas-là. Le malaise chez le représentant des forces de l'ordre est prégnant. Les tensions restent toujours palpables. Bien. Cependant, je me pose la question, on va passer à un autre sujet parce qu'on va faire tout le débat sur ça, mais je me pose la question, il faut avoir un sacré, pas moral, mais sang-froid pour ne pas réagir. Ce qui s'est passé là, les policiers qui ont été victimes de l'agression, le véhicule est incendié, ils sont quand même armés et ils auraient pu perdre leur sang-froid vu que leur vie était en danger. Donc enfin bon, c'est quand même un métier difficile. Ils n'ont pas le droit de perdre leur sang-froid. Mais une fois qu'on a dit ça, ils sont humains. Une fois qu'on a dit ça, ce sont quand même des hommes. Ce sont des hommes. Mais une société dans laquelle les forces de police, de protection, tout ce que tu veux, et prise à partie comme on le voit là, est une société qui est en grand délitement. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Maintenant, comment est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le délitement des mœurs qui fait qu'effectivement, les incivilités prennent le dessus sur le respect dont tu parlais et que c'est cette situation-là qui doit être étudiée en tant que telle. Nous, on regarde beaucoup en aval, en amont, ou en aval ce qui se passe, mais on n'essaie pas d'expliquer l'amont. Et c'est cela qui est important, qui nous permettra de comprendre ce qui est en train de se passer, parce que même le corps de police ou de gendarmerie, je sens bien que les gens n'ont pas d'éléments pour expliquer ce délitement. Mais il faut l'expliquer. Et on comprendra donc qu'on doit aller vers appréhender les rouages de l'État, les rouages du système, qui est un système effectivement qui a utilisé toutes les ruses qu'il fallait pour garder le contrôle et pour que les partis qui sont en confrontation se maintiennent en position de dominance, et on obtient ce phénomène-là. C'est interconnecté. On ne peut pas n'analyser qu'un phénomène, un épiphénomène, et laisser l'ensemble des autres phénomènes de côté. Bien. Alors, Francis Carole, qui dit dans Justice une nouvelle orientation de l'action sociale. Michel, est-ce que ça voudrait dire qu'on aura des réponses sur le fait qu'il n'y ait pas de médecin légiste en Martinique et que les corps s'entassent? Boum. Très bonne transition. Alors, très bonne transition. Donc il y a des frigos. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, mais voici un exemple où la collectivité territoriale, ce n'est pas du tout dans ses compétences. Comment dirais-je, les corps qui sont chargés des autopsies, etc., les médecins légistes dépendent directement du ministère de la Justice. Et c'est une réforme datant de 2011, sous Sarkozy, qui a, pour des raisons d'économie, qui a diminué l'ensemble des médecins légistes sur l'ensemble du territoire français,
Et s'agissant de l'outre-mer, qui a décidé de faire en sorte que c'est les médecins légistes de la Guadeloupe qui doivent venir ici. Donc, c'est un des effets de l'austérité. Ouais. Bon, là, nous entrons dans le domaine économique. Bon, par conséquent, la sous-dotation en matière de médecins légistes. Et en plus, ils avaient trouvé, d'après ce que j'ai compris, le procureur avait trouvé une solution, disons, bancale qui permettait, il y a quand même des médecins légistes ici, oui. Et on permettait à ces médecins légistes quand même de faire un certain nombre de missions sous le contrôle de l'unité de médico-légistes de Guadeloupe. Et depuis quelque temps, ça n'a plus été rendu possible, ce qui explique d'ailleurs la crise qu'il y a à l'heure actuelle dans ce domaine. Donc, nous ne sommes pas du tout dans le domaine de compétences de... Le social, le social, si tu permets, puisque le social, c'est la misère, la pauvreté, la précarité qui se sont accrues dans ce pays et qui sont précisément le terreau sur lequel se développe ce qu'expliquait Juliette, cette insatisfaction, ce mal-être, et sur lequel se développe la violence. Parce qu'il y a une violence de la société, je l'appelle par son nom, de la société capitaliste et coloniale, d'exploitation. Il ne faut pas le cacher. De l'État qui est son instrument. Hein, bien sûr. C'est ça. Et ce que veut faire cette collectivité, et je ne vais pas tout dire, puisqu'il faut que vous achetiez le journal Justice. Changer casquette bas moi là. Bon, mais ce qu'explique... la collectivité territoriale a récupéré les anciennes compétences, grosso modo, du Conseil général. Bon, l'une des ambitions de cette réforme, c'est que vous aviez d'un côté une collectivité qui s'occupait du développement économique, et de l'autre côté, en gros, une collectivité qui s'occupait du social. L'enjeu, et ça ne sera pas se faire tout de suite, mais l'enjeu, c'est de faire précisément que l'économique et le social se réconcilient. C'est-à-dire que, par exemple... Vaste chantier. Par exemple, je prends l'exemple de la silver economy. La silver economy... Rappelle ce que c'est. Alors, on explique à nos téléspectateurs. Alors, la silver economy, c'est l'économie autour de tout ce qui compte, les personnes âgées. Bon, la Martinique est un vieillissement, mais on nous dit, il y a une opportunité, ça peut être aussi un moyen de créer des métiers spécialisés, qualifiés, hein, dans ces secteurs-là. Il y aurait la possibilité de créer 10 000 emplois dans ce secteur en Martinique, paraît-il. Bon, alors, c'est une étude de Olivier Sudry, qui a, avec l'Agence française de développement, il y a 2 ans, qui a sorti cette étude. Bien. Mais aujourd'hui, donc, il faudra que dans les programmes de formation professionnelle que va financer la collectivité, qu'on puisse inciter des Martiniquais à choisir ces nouveaux métiers qui ont la particularité d'être en général des métiers très qualifiés. Et donc, au lieu de simplement distribuer des allocations, donc c'est ça une nouvelle approche de la politique sociale. Par exemple. Les 5 000 emplois, on va viser les 10 000. 10 000. 10 000, ça me paraît vraiment très optimiste. Ça paraît très optimiste. Bon. Très bien. Bon, alors... C'était de qui les médecins légistes? Oui, la question c'était les médecins légistes. Oui, c'est vrai, pardon. Il est parti dans son truc là. On est revenu au social et ça m'a perturbé. Oui. Alors, vas-y, Gabriel. Bon, il est soupolais, ce soir. Gabriel, il est boucon. Je ne suis pas soupolais. Il est bougonneur. Il est bourru. Bougonneur. La réforme Sarkozy-Michel, il y a Mélégrite qui a déplacé le centre médico-légal anti-Guyane de Martinique à Guadeloupe. Posons-nous la question, pourquoi c'est Guadeloupe qui a récupéré la direction de ce service? 1. 2. Quand, en le déplaçant, il y avait une prérogative, il y avait un élément de fonctionnalité qui était précisé, c'est que les corps qui devaient être examinés par le médecin légiste étaient acheminés en Guadeloupe. On envoie une direction en Guadeloupe au nom de faire l'économie et qu'on supprime la direction Martinique, mais on envoie les corps en Guadeloupe. Bon, on fait de l'économie. Il y a un comptable, il y a un petit trésorier quelque part qui a dit non, ça coûte trop cher. Emmener des boîtes systématiques. Non. Il y a peut-être 2-3 médecins légistes pour pouvoir trouver la solution. On prend les médecins légistes en Martinique. Donc on vient au point zéro. Mais comment on revient au point zéro, c'est pas possible. On a pris une décision, il faut la respecter. Donc les médecins légistes ne travaillent pas.
Donc, on est dans tu es en train de me dire qu'il y a des médecins légistes en Martinique Oui, il y a des médecins qui ne légistes peuvent pas exercer, qui n'exercent les pas, corps Samoncel. qui Voilà. n'exercent pas parce qu'ils n'ont pas reçu, parce qu'on leur donne pas L'agrément. On ne leur donne pas la mission. Ils n'ont pas l'ordre de le L'ordre faire. de le faire, oui. D'accord Puisque c'est la Guadeloupe Ils qui vont pas détient. s'emparer des corps. C'est la Guadeloupe, Bien sûr. la Guadeloupe et les îles. Bon. Donc ils ne le font pas. Alors là, on est dans l'économie, on est dans l'absurdité de l'économie. Et on est toujours dans l'absurdité de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, qui dirige, ce n'est pas le politique qui dirige, c'est le comptable. Alors on va faire des économies partout. On va faire des économies sur la médecine légale, on va faire des économies sur l'université, on va faire des économies sur le lycée, on va faire des économies partout. C'est le comptable qui fait, mais C'est le comptable qui fait. décide, c'est pas lui qui Non, décide. non, arrêtez, c'est le comptable là qui a décidé. Non, ah oui, Le comptable décide. Puisque le politique, je veux faire. Ah non, mais c'est pas possible, il n'y a plus d'argent. Mais on va emprunter. Ah, vous ne pouvez pas emprunter. C'est pas comme ça, Gabriel. C'est pas comme D'accord. ça que ça se passe. Donc on est arrivé à cette logique. Et cette logique aujourd'hui que nous vivons, ce n'est pas une logique qui est unique dans notre pays. C'est global. L'économiste peut en parler. Au moment où il y a les débats des économistes, c'est quoi faire pour relancer la machine? Il faut la soutenir, il faut relancer. Ah oui, mais il faut faire des économies. La dette, il faut faire des économies. Donc aujourd'hui, ce petit phénomène-là, sur les POK, c'est qu'on paie, tout simplement sur une politique économique définie par des économistes, mais par des comptables. Voilà. Et par des... Il a quelque chose contre les comptables. Oui, il a quelque chose contre les comptables. Voilà, c'est Baïta. Alors, petite question. La Guadeloupe récupère tout sur nous. C'est peut-être parce que... Comptabilité, économie. Non, mais la vie, ça coûte moins cher d'accueillir mais est-ce que c'est pas parce qu'on n'a jamais eu de ministre à la Martinique? Arrêtons. Mais je pose la question. Arrêtons. Mais je pose la On question. n'a pas besoin de... Vu les bas. Bon, Je pose la question. On ira trop loin. On aurait été Baïta, parce que là, on ira trop loin. Vu quoi, Gabriel? Non, on est quand même dans un média, on ne va pas dire n'importe quoi non plus. D'accord. Tu peux pas ajouter un mot là-dessus? Vas-y. Bon, moi je crois que... Sans d'abord- énerver Gabriel. Hein. Oui, Oui. moi je crois que il y a une politique qui consiste au niveau central à Paris, oui, qui consiste à jouer habilement dans certaines circonstances de la rivalité historique et qu'il y a entre la Martinique et la Guadeloupe. Bon, c'est une vieille histoire depuis Une histoire coloniale. l'époque coloniale officielle. Oui. Puisque moi je considère que nous sommes toujours dans une époque coloniale. Bien. Eh bien, mais oui, même si... Mais oui, c'est vrai. Alors, ça ne veut pas timorer. Alors, Il y a monde qui dit là. alors un coup, on installe une institution en Martinique. Bon, mais il y a aussi une réalité, c'est que le niveau de délinquance étant supérieur, le nombre de corps en Guadeloupe est plus élevé. Donc on est là, c'est c'est vrai. le plus rentable. Et on rentre dans la logique comptable. On va dire ça tout fois, parce que nous connaissons plus qu'ici à un moment. Mais en gros, il y a à peu près 50 personnes en Guadeloupe et en Martinique, c'est à peu près une quarantaine. Comme en plus, il y a les îles. N'oubliez pas que la Guadeloupe, c'est un Oui, c'est un un archipel. absolument. Ok. Donc, d'un point de vue comptable, c'est plus logique que l'institution soit en Guadeloupe qu'en Martinique. L'ennui, c'est que, contrairement à la France continentale, la France Je hexagonale... dis la France, je dis la Je France sais. tout court. Mais Je dis la France tout court. je fais exprès. Je fais exprès. Pour la Tu n'es suite, pas obligé d'entrer dans son jeu. je ne suis pas obligé d'entrer dans son jeu. Donc, contrairement à la France continentale, ici, il n'y a pas de continuité territoriale Exactement. entre la Guadeloupe et la Martinique. Il ne suffit pas de prendre une ambulance ou un corbillard et puis vous passez des Deux-Sèvres à l'Ille-et-Vilaine. Ouais. Hein, n'est-ce pas? Là, il faut prendre l'avion. Tout à fait. Voilà. D'accord. Ou le bateau. Ou le bateau, ça m'étonnerait. La boîte, Mais ça peut être une absurdité administrative, puisqu'on en a eu d'autres. Hein. Il y a dans cette histoire d'appartenir à un corps hexagonal et d'être dans une réalité ilienne, avec toutes les absurdités que ça produit. Maintenant, sur la question de pourquoi la Guadeloupe, il y a aussi des raisons politiques. Hein. Et puis, il y a l'histoire qui nous a donné l'avantage
s'engage beaucoup sur la Guadeloupe. Et peut-être que les Guadeloupéens sont en train de rattraper le trop. Rien du tout, c'est un comptable qui a décidé. Non, c'est un comptable. Mais en dehors de ça, moi, je crois qu'il y a des raisons. Je crois qu'il y a des raisons. Qui joue avec nos sensibilités. Gabriel, je crois qu'il y a des vraies raisons économiques. Je crois qu'il y a de vraies raisons économiques. C'est vrai que c'est un archipel, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a une organisation, même au niveau du CHU, de Pointe-à-Pitre, du CHUG, je ne sais pas comment on l'appelle, il y a aussi une organisation moins de dysfonctionnement que chez nous. Oui, bien. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est politique. Ça, c'est autre chose, mais voilà, la crise est beaucoup moins grave. On pourra en discuter un jour. La crise est bien moins grave. Je dirais que c'est presque anecdotique. Oui. Parce que, précisément, c'est le piège qu'on nous tend. Pourquoi la Guadeloupe, pas la Martinique? Le fait est, c'est que c'est une politique d'austérité et on répartit la pénurie. On répartit la pénurie. Voilà. La Chambre régionale des comptes en Guadeloupe, ça ne dérange c'est pas un bon du tout. argument. Oui. Bien. Alors, le convoi pour la réparation, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais même plus c'est quel numéro, mais enfin bon. C'est le 16e convoi pour ou de la réparation. Pour la réparation. Pour la réparation. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu aux Martiniquais ce que ça veut dire clairement? Est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'attendre qu'on nous donne de l'argent parce que nous avons été Ils disent que c'est pas ça. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous demande, vous, quel est votre avis sur ça? Comment peut-on réparer un tel fait? Vaste débat. C'est ça, c'est ça en fait la question. T'es sûr que tu as On n'aura peut-être pas le temps, d'accord. On peut dire deux mots quand même. Mais très rapidement, puisqu'on a d'autres choses à voir. Non, il y a une logique. Il y a une logique là-dedans. Gabriel, je ne t'ai jamais empêché de parler. Je t'empêche pas de parler. D'accord. Il y a une logique là-dedans. C'est parce qu'on a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité et quand on est dans cette situation juridique, on répare. Voilà, c'est basique. Comment on répare? Non, mais il y a des commissions, des organismes, des pays, le CARICOM, etc., qui sont en train de travailler sur les formes que vont prendre ces réparations-là. Donc, ne nous affolons pas, laissons les choses venir tout doucement et laissons travailler les commissions et les pays qui s'occupent de ça. Très bien. Jesse Jackson. Manuel, tu invites les historiens. Ouais. Il y en a suffisamment sur place. Et bien avisé sur la question, tu fais le débat. Très bien. L'image de Jesse Jackson en boissant. Tu n'es pas historien, monsieur. Attends, tu n'as pas besoin d'être historien pour te prononcer. Vaut mieux dans ces cas-là. Je suis citoyen martiniquais. Et d'un pays qui est né dans les cales des négriers. Oui. Okay? Bon, c'est ça que je veux me rappeler. Alors, l'idée de réparation, à mon avis, elle est largement répandue. Là où il y a débat, c'est la forme. La forme de la réparation. Que doit prendre cette réparation. Bon, moi je donne mon point de vue. Mais il n'engage même pas mon journal, ni le parti auquel j'appartiens. Mon point de vue, la réparation, c'est le développement. Oui. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, la forme moderne de réparation, c'est comme ce pays, précisément, est sans dessus-dessous à l'heure actuelle, avec une jeunesse déboussolée. La réparation, c'est cela. Et puis, c'est quand même le devoir de mémoire de ceux qui nous ont mis dans cette situation pour combattre le racisme anti-nègre qui est très fort en France et en Occident, parce que le racisme anti-nègre, ce n'est pas le racisme anti-juif. Le racisme anti-nègre, le nègre a été ramené à l'animalité. Et dans la tête des racistes en France, c'est ça. Bon, alors Gabriel... Sans se rendre compte, il vient de reprendre quelques mots de l'intervention de Camille Darcy à l'Assemblée lors de la discussion sur le projet de loi, la proposition de loi, pardon, de Christiane Taubira, sans le savoir. Gabriel, le sociologue est autorisé à parler de cette question-là. Et en dehors de ce que tu viens de dire, Michel, il y a essentiellement les discriminations dont pâtissent les Noirs dans le monde et la décennie des personnes d'ascendance africaine qui vient d'être décrétée, eh bien, a pour ambition de réparer ces... C'est une forme de réparation. C'est une forme de réparation. Débat de fond, mais il faut qu'on y mette des choses. Quand on doit faire un débat de fond aussi important pour savoir, il faut partir aux éléments des premiers, il y a des historiens ici, il y a des gens sociologues aussi. Des sociologues. Oui, je sais bien. Je suis d'accord. D'abord l'histoire. Jean Armand Nicolas. Oui. Historien, absolument. Oui, mais il y a des historiens qui ont travaillé dessus.
Bon, avant Nicolas est le premier à avoir parlé, avoir vulgarisé, on va dire, la date du 22 mai, mais sur la problématique de l'esclavage, de la libération, du phénomène de libération du 22 mai, etc., il y en a un paquet, il y en a quelques-uns. Mais sur les réparations, non, Gabriel. Non, mais attends, la réparation, c'est un débat de fond. Si on ne commence pas par le début, c'est pas la peine d'arriver à la fin. Alors, à la fin, il faut connaître le début. Voilà. Cependant, cette date du 22 mai, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la jeunesse martiniquaise... Ça s'appelle le devoir de mémoire. Mais oui. Il faut qu'on ait le devoir de mémoire, c'est pas uniquement en télévision, c'est pas uniquement dans la rue, c'est dans la maison. Alors dans la maison, c'est pour ça que je parle des historiens. Parce que dans la maison, si quand de temps en temps les parents, eux, t'es qu'à écouter ça, maman, t'es qu'à dire, ou bien s'ils allaient faire l'effort d'écouter ce qu'on dit, quand on en parlait, mais peut-être que la mémoire serait transmise dans la maison. C'est dans la maison que ça commence. Il y a quand même. Alors si pas une maison, on peut faire ça ou pas qu'un mémoire. L'école aussi, largement. La maison au début. D'accord. Nous, notre génération, c'était pas l'école. Notre génération, c'était la maison. Non, mais c'est dans la savane qu'on a eu le droit du 22 mai. Alors, ça c'est mais aujourd'hui qu'on a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité, comment comprendre que l'école n'est pas prise en charge? L'école s'en charge. L'école s'en charge. Oui, mais on peut juger pas assez, mais elle s'en charge. Tellement bien que nos enfants ne savent rien. Non, mais c'est pas l'école qui est responsable aussi de l'ignorance dans les familles, si les familles ignorent. Les histoires... Bon, écoutez, je prends un exemple. Une histoire plus récente, la dissidence. C'est quoi? Déjà, vu vos têtes, j'ai compris. Non, je me demande comment tu vas expliquer ça. Bon, je pense savoir. La dissidence, il a fallu que les dissidents tapent un peu du poing sur la table pour qu'on commence à parler du mot de la dissidence. Oui. Ils commencent à faire le distinguo. Mais jusqu'à présent, quand on parle de dissidence avec des gens d'une génération qui a connu l'Antango-Bay ici, il y a une confusion énorme entre les dissidents et ceux qui sont, et quand la Martinique est partie en dissidence avec le bataillon 5. Il y a déjà ça. Donc on est déjà sur ces problématiques-là. Alors l'école, oui, mais déjà dans les familles, rétablir les faits historiques. À partir du moment où on rétablit les faits historiques, le reste découle tout seul. Je vais citer quelqu'un que j'ai bien connu quand j'étais militant en France, à la GEM, c'était Marcel Manville. Marcel Manville disait que l'histoire n'est pas la même quand elle est racontée par le chasseur ou par le lion. Et par le lion. Bon. Autrement dit, c'est un proverbe africain. C'est un proverbe africain. Il le citait. Il le citait souvent. Il le citait souvent. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas seulement les parents. On ne peut pas renvoyer la règle. Tu es dans un système. Pas la famille. Tu es dans un système, Gabriel. Tu n'es pas dans la famille. Sinon, chacun aurait fait effectivement ce qu'il voudrait. Le système que j'appelle colonial. Le système que j'appelle colonial veut dire que les peuples coloniaux n'ont pas d'histoire. C'est ça que ça veut dire. Et que par conséquent, ce qu'a fait Armand Nicolas en 1963, sa première brochure, c'est pas par hasard que systématiquement, chaque année, nous faisons un devoir de célébrer le 22 mai. Qui n'a été appliqué qu'en dans les années 80. Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il a 1981 ou 82. 20 ans après la brochure. Bon, il a fallu que les syndicats s'en emparent, parce que ça a débordé du petit cercle des militants communistes qui arpentaient les mornes avec cette brochure, et c'est descendu au niveau des syndicats qui en ont fait un des points des plateformes de revendication pour que le 22 mai soit chômé et puis payé. Et puis, on a consulté les conseils généraux des départements d'outre-mer qu'ils choisissent la date. La Martinique a choisi le 22 mai, la Guadeloupe a choisi une autre date, et en France, on a choisi le 10 mai. Bon, mais c'est un combat. Et c'est un combat qui continue, il n'est pas fini. Très bien, Daniel, on passera à autre chose. Oui, parce que Michel arrange toujours l'histoire comme ça l'arrange. Oui. Bon. Non, mais l'histoire n'est pas la même quand c'est raconté par le chasseur. Par le chasseur et par le lion. C'est beau comme proverbe. Non, ce qu'il dit est vrai. Mais puisqu'on parle du 22 mai, on ne peut pas passer sous silence l'action d'Aimé Césaire. Eh oui, parce que, à partir du 22 mai 1971, la ville de Fort-de-France, en tant que ville, a décidé de faire cette journée fériée. Et c'est ça qui est important pour les travailleurs. C'est qu'une journée fériée. Et je me rappelle qu'à l'époque, dans toutes les plateformes syndicales, le 20e point, c'était
faire du 22 mai un jour chômé et férié. D'accord? Toutes les plateformes syndicales, comme l'a dit Michel, se terminaient par ça. Bien. Le docteur Aliker a écrit en tant que maire de Fort-de-France, c'était lui le maire, comment je dirais, de fait, quoi, si vous voulez le plus souvent, a écrit à ses collègues maires pour leur demander d'imiter, je caricature, d'imiter la ville de Fort-de-France. Et plusieurs mairies sont venues à cela avant même l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. D'accord? Donc, le 22 mai a été institué. Non, a été institué comme jour férié, chômé, etc. Maintenant, le 22 mai est fêté par l'ensemble de la Martinique. Le 22 mai appartient au peuple martiniquais. Il n'appartient à personne en particulier, n'est-ce pas? La ville de Fort-de-France a ses commémorations, la CTM a ses commémorations, telle ou telle commune a des commémorations. Manque de peau cette année-ci, ça tombe dimanche. Mais enfin bon, ça n'empêchera pas. Ça reste quand même le 22 mai. Ça reste quand même le 22 mai. Je rappelle simplement que le 22 mai, c'est le jour de la libération des esclaves, mais le décret d'abolition date du 23 mai. Bien. On se rappelle aussi qu'il y a un arbre qui a été planté, je crois, avec M. Bernard Ayotte, là, c'est ça? Ah oui, ça a fait le Courbaril. Oui. Le Courbaril. Non, mais non, mais je dis ça, on est en train de parler d'histoire. Mais non, alors... Gabriel me regarde, il est en train de se fâcher. Mais c'est vrai, Mano a raison. Mano a raison. Mano disait que ça fait coller beaucoup d'encre. Dans quel sens? Il y a beaucoup de personnes, me semble-t-il, qui n'ont pas tellement apprécié certaines choses. On va pas les sérieux, mais Bon, ok, alors. C'est pas passons à autre chose, passons à autre chose. Pourquoi? Querelle des gens, c'est pas sérieux. Ouais, ce sont des querelles des gens. Non, mais ce que je voulais dire pour terminer là-dessus, c'est que nous sommes dans le négatif depuis un moment. Moi, j'aime bien être dans le positif, mais oui. Mais on est... la situation coloniale, ceci, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est pas négatif, c'est la réalité. C'est négatif. Mais non. Comment allons-nous plus loin? Mais on y va, là. Eh bien, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. On y est. Oui, notamment la réparation. Voilà. Mais voilà. Gabriel ne veut pas parler de la réparation. On peut pas aller... Non, ce que tu dis est grave, Daniel. Mais oui, c'est grave. C'est grave. C'est précisément ce contre quoi Armand Nicolas et ses compagnons, dans les années 60, se sont battus pour qu'après Césaire reprenne le flambeau. Pour qu'après, je dis après. Donc, il a fallu se battre parce qu'on nous disait à l'époque, c'est négatif, il ne faut pas parler de ça. Je n'ai pas dit ça. Bon, non. Alors, ne déforme pas mes propos. Bon, alors, être positif pour un peuple qui est en train de rechercher son identité, c'est... Il y a un journal qui s'appelait comme ça d'ailleurs. Le premier journal créole a été créé par Raphaël Confiant. C'est pas Griffantin, Exactement, j'allais dire, il faut que nous mettions Griffantin. Griffantin. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que nous mettions Griffantin. Tout en créole. Tout en créole. Il était imprimé par l'imprimerie de justice. Ouais. C'était Thérèse Léotin, Dominique. Bon, mais là... Bien. Mais oui, on arrive au terme de l'émission, mais bon. Non, mais ça fait rien. Nous allons continuer. Nous allons continuer le combat. Voilà. Laissez ces boucles-là. Alors, ça c'est positif. Ça c'est positif. Oui, mais il ne faut pas caractériser les opinions. Enfin, on est en train de discuter pourquoi dire c'est négatif ou positif. On est dans le débat. Et le débat, sont les idées qui se confrontent. La différence, c'est que dans une émission qui va finir, qu'on fait nos vues de presse, sinon on va rester chez le même. Voilà. C'est ça. Alors, mais on passe. Mais on n'est pas dans positif ou négatif, on est dans un débat. Alors, on est dans la lumière. Juste la lumière verte qui m'annonce que c'est terminé. Tu parlais de Jesse Jackson. Oui. Il est important de dire que Jesse Jackson, qui était à Paris le 10 mai, parce qu'en France, c'est fêté le 10 mai, c'est la photo est dans le Progressiste. Ben, il embrasse beaucoup. Et il a fait un speech, c'est comme ça que ça s'appelle, un speech très intéressant sur la commémoration des abolitions, puisque maintenant on dit les abolitions et non pas l'abolition. D'accord. Et ça m'embête de terminer par ça, pour ne pas énerver Michel, c'est le plafonnement de la rémunération des patrons. Alors, moi, c'est un serpent de mer. Oui, ça faisait partie des 60 propositions. Mais c'est un serpent monétaire. Oui, effectivement. Très bien. Bon, alors, j'ai lu dans un journal qui n'est pas réputé de gauche, Le Point, qu'on ressort ce truc-là
pour rattraper l'électorat de gauche qui fuit Hollande. Hein? On essaie de voir si on peut chercher une mesure symbolique. C'est de la démagogie. Voilà. Oui, Bon. il y a eu un prétexte. Bon, Oui. il faut dire les choses. Il y a quand même eu un prétexte. Voilà, il y a Non, quand il y a même pas eu un eu prétexte. il y a eu- Tu as oublié Renault. C'est le patron de Renault, là. Voilà. Renault. Carlos C'est le patron de Ghosn. Renault. Oui, c'est le prétexte. Voilà. Bon, c'est le prétexte, c'est que Tu dis non aussi, il y a un prétexte. Macron fait beaucoup d'agitation là-dessus. Le fait est, c'est que le BDF a dissuadé Hollande de prendre une mesure législative en proposant une espèce de charte de bonne conduite de la partie plafonnement. que le patronat ne respecte pas. Et comme les gars, ils sont insatiables, effectivement, ça donne Carlos Ghosn. Qui est insatiable? Les patrons. Mais bien sûr. D'accord. Non, mais alors là, Michel, le problème, c'est que l'actualité, depuis, elle a bougé quand même, parce que la menace de légiférer a été relancée, relancée par Valls, et contrée par Macron. Oui, contré par Macron. Lequel Macron, il y a un mois à l'Assemblée nationale, avait sorti la menace de légiférer sur les plafonds le plafonnement des salaires des hauts patrons, parce qu'il y avait l'affaire Gons, le PDG de Renault-Nissan. Absolument. Et aujourd'hui, donc un mois et demi après, alors que Valls relance, du moins sur le plan du débat, cette problématique, Macron fait un genre de petit rétropédalage. Donc ça veut dire que au gouvernement, il y a un petit débat, et pas en petit, puisque c'est entre le Premier ministre et le ministre de l'économie, et qu'aujourd'hui, si Valls parle, c'est que lui, Hollande, il est sur la longueur, ben si rien n'est fait par les organismes patronaux, il faudra légiférer. La question, c'est, on va légiférer, nous sommes au mois de juin, on va légiférer, le temps sera voté, pas avant septembre-octobre, l'élection présidentielle, c'est en mai. Ouais. D'accord. Décidément, Macron est de tous les coups. Alors, il travaille pour qui, Macron? Il travaille pour lui. Pour lui ou bien Il travaille pour lui. Il fait de la macroéconomie. Pas mal, pas mal. En marche. Alors, le problème, c'est que pendant longtemps, Hollande a cru qu'il pourrait se servir de Macron. Ouais. Mais il a Pour embêter Valls. mais oui, C'est Macron qui se sert de c'est Hollande. exactement l'histoire de Mr. Jekyll et Mr. Hyde. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire qu'il a créé un monstre qui lui échappe. Qui lui échappe. C'est exactement comme Daesh qui a été créé par les Américains et puis qui lui échappe. Bon, il y a toujours une comparaison. Ceci étant, Retour de l'histoire. Macron- Retour de bâton. Macron, si on regarde bien l'histoire politique, l'histoire médiatique, avant campagne législative présidentielle, il y a toujours un Macron qui sort. Oui. Oui. D'accord. Et Macron de l'époque, c'était Coluche. Et alors, ça fait une Coluche. Ça fait une baudruche, il n'y a plus rien. Donc le phénomène Macron, je crois qu'à un moment, il faut peut-être relativiser. Tout à fait. OK. Parce que ça ne va rien donner. Il y aura peut-être Je le vous phénomène Montebourg après. Merci beaucoup. Ah oui, il revient sur le devant de la Il scène. revient ce sur le petit-là devant de la aussi, scène. hein. Lequel? On va voir. Montebourg. Ah oui, ah oui. Ah, comment ça peut parler Ah, de il a lui, hein? préparé C'est son autrement. retour. Ah oui, ça oui. Il est allé sur la montagne pour préparer son retour. Le Mont-Beuvray. Bien, merci beaucoup à tous les quatre. Hein, l'heure, voilà, malheureusement, est là. Je vous souhaite un bon 22 mai. Oui. Hein, j'espère qu'on pourra vous filmer dans les rues de Fort-de-France. Attends, Michel. J'espère qu'on pourra vous filmer dans les rues de Il y a Fort-de-France. beaucoup de films et moi. Non, c'est au prêcheur que ça se passe. Ah bon, c'est au prêcheur. Donc on vient Non, mais lui, il sera prêcheur. Ah d'accord. Donc vous faites, attendez les gars, vous faites comme les syndicalistes en France alors. Non, Vous non, êtes séparés. attends, justement. Faites front commun, faites front commun. L'histoire. Hein? Le prêcheur, pourquoi? Alors il y a Diamant. Le prêcheur, c'est Prêcheur. Il y là a qu'a pas tout, lieu il y le a pas point tout. central de l'insurrection Tout le monde des sait esclaves sur 22 mai. le 21-22 mai 1848. Non, c'est vrai. D'accord? Oui, l'habitation en grand champ. C'était le point central. Pour autant, Et puis le décret instituant ces journées chômées la fériées stèle de 22 Sophie datant de 82, c'est toute la Martinique. C'est toute la donc toutes les Martinique. communes le font. Bien. Voilà. Merci à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une bonne semaine en attendant la semaine prochaine d'avoir le plaisir d'être avec nous, en vous instruisant avec ces journalistes émérites. Hein. ne sont pas des instituteurs. Voilà, bon alors nous informe. Tu es sociologue, mais c'est très bien aussi ce que tu dis. Je vous souhaite de passer un bon 22 mai. Bye bye.